Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation. Nous allons aujourd'hui aborder le traitement de l'eau de nos bacs de refroidissement carotte à l'ozone. L'objectif est que vous compreniez ce process ainsi que toutes les consignes de travail à respecter pour votre sécurité et celle de tous vos collègues. L'ozone, O3, est un gaz très réactif composé de 3 atomes d'oxygène. C'est un produit à la fois naturel présent dans la haute atmosphère terrestre, la stratosphère, et la basse atmosphère, la troposphère, mais il peut aussi être créé de façon artificielle par l'activité humaine. Nous générons l'ozone à partir d'oxygène de l'air puis cet ozone est injecté dans l'eau des bacs de refroidissement afin de la désinfecter. L'ozone est un puissant oxydant, il va permettre de détruire toutes les bactéries, les métaux lourds, présents dans l'eau. Notre objectif est d'avoir une eau de meilleure qualité, efficacité des process de nettoyage, moins de bouchage des échangeurs et donc moins de problèmes de refroidissement. Ce procédé est déjà utilisé pour le traitement de l'eau de ville que nous consommons tous les jours. Une fois générée, une molécule d'ozone a une durée de vie de 20 minutes maximum. Elle ne laisse aucun résidu après sa dégradation. Dans le cas de notre installation de traitement à l'ozone, nous prenons l'oxygène de l'air, que nous passons dans un compresseur et qui est ensuite envoyé dans la machine pour générer de l'ozone. Pour générer l'ozone, on va soumettre les molécules d'oxygène à un courant électrique qui va venir casser les liens entre les deux molécules d'oxygène. Toujours sous l'effet de ce courant électrique, les molécules vont se réorganiser et former de nouvelles liaisons, elles vont se lier par 3 pour former O3, l'ozone. Comme vous pouvez le voir sur la représentation, l'ozone est en fait une molécule d'oxygène à elle s'accroche une molécule d'eau avec une liaison simple. Pour oxyder les éléments présents dans l'eau, comme les bactéries, résidus de végétaux, fer et autres métaux, cette molécule d'eau qui est accrochée avec une liaison simple va se détacher et c'est elle qui va aller attaquer les éléments présents dans l'eau. Quand il perd un atome d'eau, l'ozone se retransforme en oxygène. Dans l'eau et même dans l'environnement de manière générale, il y a beaucoup de matières qui peuvent être oxydées. Par exemple les fruits et légumes ou tous les métaux qui ne sont pas inoxydables. C'est pour cela que l'on dit que l'ozone n'est pas un gaz stable. En effet, il a une durée de vie très limitée car en moins de 20 minutes la molécule d'ozone perd un atome d'eau et se retransforme en oxygène. L'ozone est un gaz naturellement présent dans l'environnement et il est généré par les phénomènes climatiques naturels, par exemple, lors d'un orage, la foudre génère de l'ozone. Mais il peut aussi être généré par l'activité humaine comme par exemple l'utilisation d'une imprimante laser. Pourquoi utiliser de l'ozone ? Lorsqu'il y a de l'ozone dans l'eau, l'eau devient plus transparente, la matière organique est traitée et les bactéries éliminées. Cela a un impact sur la conservation des légumes plongés dans cette eau ozonée, ils vont se conserver un peu plus longtemps que des légumes lavés avec de l'eau non traitée à l'ozone. Et enfin, l'eau peut être conservée plus longtemps, on peut donc espacer le temps entre les vidanges des bacs. Quels sont les changements que vous pouvez observer sur l'eau à cause du traitement à l'ozone ? Tout d'abord vous pouvez ressentir une légère odeur d'oxydation, c'est-à-dire une odeur de fer. Cette odeur est due au fait que l'ozone étant un oxydant, il va venir oxyder le fer présent dans l'eau. Et il se trouve que dans les Landes, l'eau est très riche en fer, l'odeur peut donc être sentie par le nez humain. Ensuite, vous pouvez aussi observer de la mousse à la surface de l'eau. Cette mousse est générée par l'oxydation de la matière organique et en particulier des protéines présentes dans l'eau. Cette oxydation combinée au mouvement de l'eau génère une mousse. Comme le fer oxydé est de couleur orange et que c'est de la carotte que nous mettons dans cette eau traitée, la mousse présente à la surface de l'eau peut être de couleur orange. Vous pouvez voir à l'écran, sur la photo tout à droite, un exemple de traitement de l'eau dans une usine qui fait du basilic, vous pouvez voir que l'eau est de couleur verte. Cela est lié aux pigments présents dans le basilic. La formation de mousse observée pendant le traitement à l'ozone est un phénomène naturel et prévisible. Elle se produit lorsque les microbules d'ozone interagissent avec les matières organiques présentes dans l'eau, telles que les protéines, les résidus végétaux et d'autres composés organiques. Ces substances se concentrent à la surface et génèrent de la mousse, de la même manière que ce qui se produit dans l'océan lorsque les vagues mélangent l'air avec les matières organiques naturellement présentes dans l'eau. La présence de mousse ne présente aucun risque pour le produit ni pour le processus. Au contraire, elle indique généralement que l'ozone réagit avec la charge organique présente dans l'eau, contribuant ainsi à son oxydation et à l'amélioration de la qualité hygiénique du système. Maintenant que nous avons vu comment se crée l'ozone, nous allons voir comment fonctionne notre installation précisément.
Tous d'abord, nous avons un local technique, dans lequel sont présentes les machines qui vont permettre de générer l'ozone. À l'extérieur de ce local, il y a une alarme lumineuse, qui se met à clignoter si le taux d'ozone dans l'air dépasse la concentration de 0,2 ppm. Cette alarme lumineuse s'accompagne d'une alarme sonore, que l'on peut entendre jusqu'au viseur car elle est très forte. À l'intérieur du local technique, nous avons plusieurs équipements. Tout d'abord l'armoire électrique qui permet de contrôler toute l'installation. Puis nous avons un générateur d'oxygène constitué de 2 colonnes séparatrices. L'air de l'extérieur, air comprimé, est envoyé dans ces colonnes et ce sont elles qui permettent de séparer l'oxygène de toutes les autres molécules présentes dans l'air. L'oxygène concentré à 92% ainsi extrait est ensuite envoyé en stockage dans une cuve, celle de droite sur la photo. La cuve de gauche permet de passer d'une colonne à l'autre sans perte de pression. Puis cet oxygène est injecté dans le générateur d'ozone. Le générateur est l'enceinte dans laquelle le courant électrique va être envoyé sur les molécules d'oxygène pour les casser et les réarranger en ozone. Comme nous utilisons un courant électrique, la réaction génère de la chaleur, la génératrice est donc aussi équipée d'un refroidisseur. Attention, il n'y a que l'équipe de maintenance et le responsable de production qui sont autorisés à pénétrer dans ce local technique. Chaque semaine, le niveau du refroidisseur doit être vérifié par le service de maintenance grâce à une jauge présente à l'arrière de l'équipement. Comme expliqué précédemment, il y a 2 bonbonnes d'oxygène présentes dans le local. L'oxygène est un gaz comburant, il est donc strictement interdit de réaliser des travaux provoquant des étincelles ou des flammes nues dans le local sans avoir au préalable vidé complètement les bouteilles d'oxygène et aéré le local. Il y a un autre point de vigilance à avoir dans le local technique. En effet, lorsque l'on extrait l'oxygène de l'air pour le récupérer, cela signifie que l'on se retrouve d'un côté avec de l'oxygène et de l'autre avec de l'air dans lequel on a concentré les autres gaz qui composent l'air et plus particulièrement l'azote. Cela signifie que dans le local, il peut y avoir une concentration d'air ne contenant pas d'oxygène. Cela est dangereux, nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Donc avant d'entrer dans le local technique, il faut impérativement ouvrir la porte en grand et attendre quelques secondes que l'air extérieur pénètre. Il est aussi très important que la ventilation soit en route en permanence. Pour votre sécurité, il y a un capteur d'oxygène dans le local. Lorsque le niveau d'oxygène dans la pièce sort de la plage normale de 17 à 25% d'oxygène dans l'air, l'alarme sonore retentit. L'ozone généré dans le local technique est ensuite apporté jusqu'à la zone d'injection dans l'eau via un tuyau blanc à double paroi. La zone d'injection se trouve en sortie de l'échangeur, c'est-à-dire lorsque l'eau refroidie retourne dans les bacs. Attention à ne jamais passer le Karcher dans cette zone. Les capteurs et équipements présents sont très sensibles et très coûteux donc ils peuvent être endommagés par les projections d'eau. Faites aussi très attention aux projections en cas de nettoyage se faisant à côté. L'armoire présente devant l'échangeur est une armoire de contrôle liée au traitement à l'ozone. Elle présente une colonne lumineuse au-dessus, la couleur de la colonne vous indique comment fonctionne le système. La légende est collée sur l'armoire. L'eau ozonée rejoint ensuite les bacs de refroidissement. On retrouve donc de l'eau ozonée dans les bacs mais aussi dans les goulottes des viseurs car elles sont alimentées par les bacs. Nous sommes équipés de plusieurs capteurs. Des capteurs d'ozone dans l'air, afin d'identifier d'éventuelles fuites sur l'installation. Et des capteurs d'ozone dans l'eau, afin de pouvoir réajuster la quantité d'ozone injectée dans l'eau de façon instantanée. Les capteurs d'ozone dans l'air sont situés dans le local technique et au point d'injection. Nous sommes aussi équipés de capteurs portables que vous trouverez dans boîte devant le local technique ainsi qu'au niveau de la passerelle au-dessus des bacs de refroidissement. Ces capteurs ont 2 seuils d'alarme. Le seuil 1, il est à 0,1 ppm. L'INRS a établi que l'exposition à cette concentration sans conséquence sur la santé est de 8 heures. Lorsque le seuil de 0,1 ppm est dépassé, le capteur clignote en rouge et émet un bip sonore à intervalles réguliers. Pendant cette phase, le bip peut être stoppé en appuyant une seule fois sur le bouton OK mais il continue de clignoter pour signaler l'alerte. Le second seuil d'alerte est lui à 0,2 ppm. L'INRS a établi que l'exposition à cette concentration sans conséquence sur la santé est de maximum 15 minutes. Lorsque ce seuil de 0,2 ppm est atteint, le capteur va, en plus de clignoter,
émettre des doubles bips sonores à intervalles réguliers pour indiquer qu'une évacuation est nécessaire en l'absence de protection respiratoire adaptée. Concernant les capteurs de redox dans l'eau, ils sont présents au niveau de la passerelle du tri et il y en a 3. Le premier permet de mesurer le potentiel redox de l'eau avant l'injection d'ozone, car il s'agit d'un eau que l'on recycle en permanence donc déjà ozonée. Le second permet de mesurer le potentiel redox de l'eau après l'injection d'ozone. Le troisième permet de mesurer le potentiel redox de l'eau dans le bac de refroidissement. Tous les jours, ces 3 capteurs doivent être nettoyés. Ce nettoyage est effectué par le service qualité. Pour effectuer le nettoyage des capteurs 1 et 2, il faut tout d'abord refermer la vanne d'alimentation. Puis dévisser la capsule. Attention, il y a un joint d'étanchéité qu'il ne faut pas perdre. Ensuite on vient essuyer la sonde avec un chiffon jetable ou une lingette microfibre. Puis on repositionne la capsule. Attention à bien repositionner le joint d'étanchéité. Et enfin, il faut rouvrir la vanne d'alimentation. Il ne faut pas oublier cette étape sinon la machine se mettra en défaut. En effet, si elle perd la mesure d'un ou plusieurs capteurs, la génération d'ozone se coupe et la machine se met en défaut. Pour effectuer le nettoyage du 3e capteur, il faut tout d'abord sortir la sonde du bac. Puis dévisser l'embout. De la même façon que pour les 2 autres capteurs, on va venir essuyer la sonde avec du papier jetable ou une lingette microfibre. Puis on repositionne ensuite l'embout. Et on replonge la sonde dans le bac. Pour qu'elle aille bien dans le bac, il faut accompagner sa descente avec une tige métallique. Attention à bien l'accompagner jusqu'au bout et à ne pas la lâcher d'un coup. Rentrons maintenant un peu plus en détail dans les consignes de sécurité. Tout d'abord, comment se comporte ce gaz ozone et pourquoi peut-on y être exposé alors qu'on l'injecte dans l'eau? L'exposition à l'ozone peut se faire de 2 façons. Soit à cause d'une fuite, soit à cause d'un dégazage. Qu'est-ce que le dégazage? Le gaz est injecté dans l'eau via une turbine mélangeuse. Cette turbine tourne à une certaine vitesse qui est définie par la quantité de gaz que l'on souhaite injecter, la quantité d'eau et la température de cette eau. Si l'un des paramètres change sans que la vitesse de la turbine ne soit modifiée, il peut y avoir une partie de l'ozone qui n'est pas injectée dans l'eau. Ce gaz non injecté va donc former des petites bulles dans l'eau et va remonter jusqu'à la surface. Quand ces bulles éclatent à la surface de l'eau, elles libèrent l'ozone dans l'air ambiant. C'est ce phénomène que l'on appelle le dégazage. L'ozone est un gaz lourd, il va donc descendre au sol. Attention toutefois car au niveau des bacs, il va avoir tendance à suivre les parois métalliques des bacs pour en sortir. En cas de dégazage on peut donc en sentir sur la plateforme au-dessus des bacs ainsi qu'au visard car l'eau injectée dans les goulottes de sortie des visards provient des bacs. Cela signifie aussi que lorsque l'on doit descendre dans les bacs pour les opérations de nettoyage ou de maintenance, il y a un protocole de sécurité à respecter pour vous protéger. Nous allons l'aborder plus loin dans cette formation. En cas de dégazage ou de fuite, vous pouvez être exposé à l'ozone. L'INRS a défini les seuils suivants. Si la concentration se situe entre 0,1 et 0,2 ppm d'ozone dans l'air, la durée maximum d'exposition ne doit pas dépasser les 8 heures. Et si la concentration d'ozone dans l'air dépasse le 0,2 ppm, la durée d'exposition ne pas dépasser les 15 minutes. Les symptômes ressentis sont d'abord des irritations, le nez, les yeux et ou la bouche vont picoter. Puis des maux de tête peuvent apparaître chez certaines personnes. Et enfin dans le cas des personnes ayant des maladies respiratoires, l'inhalation peut déclencher des crises d'asthme. Comme nous l'avons vu précédemment, les capteurs sont positionnés à plusieurs endroits en station, le long des passages de tuyaux et au point d'injection. Ces alarmes se déclenchent des détections de 0,1 ppm c'est-à-dire dès la présence de 0,00001% d'ozone. En cas d'alarme, la machine se coupe automatiquement c'est-à-dire que l'ozone n'est plus généré. Le nez humain détecte l'ozone dès une concentration de 0,03 ppm, c'est-à-dire à un seuil bien inférieur au seuil d'alerte. Comment reconnaître l'odeur de l'ozone? Elle s'apparente à une odeur de javel ou de piscine. Vous sentirez peut-être donc un peu d'ozone dans l'air par moment, mais tant que l'alarme ne se déclenche pas, c'est que ce taux est conforme. En cas de doute ou si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un capteur portatif afin de tester vous-même la concentration d'ozone dans l'air. Comment utiliser un capteur portatif? Tout d'abord appuyez 3 secondes sur le bouton vert pour allumer le capteur. Laissez le capteur se calibrer quelques secondes.
Il va ensuite vous afficher une valeur qui sera fixe, il s'agit de la teneur en ozone dans l'air ambiant. Elle doit être inférieure à 0,1 ppm. Si la valeur est supérieure à 0,2 ppm, le capteur se mettra à sonner, vibrer et à émettre un flash lumineux. Cela signifie que le seuil dangereux pour la santé immédiate est dépassé. Pour éteindre le capteur, il faut rester appuyé 3 secondes sur les boutons bleus et verts simultanément. Il est important de savoir que dans l'air que nous respirons tous les jours, de faibles quantités d'ozone sont présentes et mesurables. L'ozone est un gaz de pollution lié aux activités humaines comme les pots d'échappement des voitures ou les imprimantes, mais aussi aux phénomènes naturels comme la foudre. Cela signifie que vous pouvez détecter de faibles doses d'ozone avec le capteur qui ne sont pas liées au traitement de l'eau. Par exemple, si un Karcher thermique est en cours d'utilisation, le capteur peut détecter l'ozone qu'il génère. Toutefois, même avec ces activités, le capteur ne montera jamais à des valeurs supérieures à 0,1 ppm. C'est pour cela qu'il est important de garder à l'esprit que le seuil d'alerte est 0,1 ppm. Si vous atteignez cette valeur avec le capteur, c'est qu'il y a un problème sur l'installation et vous devez déclencher la procédure de sécurité. Que faire dans le cas où l'alarme se déclenche ou si votre capteur portatif détecte une quantité d'ozone dans l'air supérieure à 0,1 ppm? Si l'alarme ozone se déclenche, il est important d'évacuer le personnel. Pour cela, nous vous conseillons de couper rapidement vos machines pour éviter d'autres bruits et d'alerter toutes les personnes présentes afin qu'elles évacuent. Pensez aussi aux personnes extérieures à votre équipe comme les équipes de maintenance, qualité ou de nettoyage. Afin de faciliter l'évacuation, vous pouvez aussi déclencher l'alarme incendie. En sortant du bâtiment, laissez les portes ouvertes derrière vous. Il est important de ne pas retourner dans le bâtiment durant 15 à 20 minutes. En effet, il s'agit de la durée de vie de l'ozone et lorsque l'alarme se déclenche, la machine s'arrête automatiquement et l'ozone n'est plus généré, cela signifie donc qu'au bout de 15 à 20 minutes, l'ozone qui était présent au moment de l'alarme s'est décomposé en oxygène et ne présente donc plus de danger. Au bout de 15 à 20 minutes, une personne peut réintégrer le bâtiment et tester le niveau d'ozone à l'aide d'un capteur portatif. Dès que la mesure sur le capteur portatif sera revenue à 0, tout le personnel pourra réintégrer l'usine. Outre les cas de fuite et de dégazage, vous pouvez être exposé à l'ozone si vous descendez dans les bacs, que ce soit pour les opérations de nettoyage ou de maintenance. Il est important de respecter des règles strictes lors des opérations dans les bacs car comme nous l'avons vu précédemment, l'eau des bacs est traitée et si lorsque vous intervenez, de l'eau est présente dans les bacs à proximité de celui dans lequel vous devez intervenir, le gaz ozone va suivre les parois du bac et potentiellement descendre dans celui dans lequel vous devez intervenir, vous exposant ainsi au gaz. Donc, comment intervenir en toute sécurité? Tout d'abord, vous devez arrêter l'injection d'ozone. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton « Arrêt » sur l'écran de contrôle qui est présent dans le local technique ou sur celui présent sur la passerelle de tri. Ensuite, vous devez couper le froid. Puis vous devez vidanger le bac qui vous souhaitez nettoyer. Ensuite, vous devez tester le taux d'ozone dans le bac en faisant descendre le capteur portatif dans le bac à l'aide du filin fixé sur le capteur. Si le taux est inférieur à 0,1 ppm, vous pouvez vous équiper d'un masque avec une cartouche d'ozone et d'un capteur à placer autour de votre cou puis descendre dans le bac pour procéder au nettoyage. Il est impératif d'attendre que le taux d'ozone soit inférieur à 0,1 ppm avant de descendre dans le bac. En cas de besoin, vous pouvez actionner le bulleur du bac, l'air chassera l'ozone et le taux d'ozone descendra plus rapidement. Une fois le nettoyage terminé, vous pouvez remplir le bac d'eau puis rallumer le froid. Et seulement après cela, vous pouvez remettre en route l'installation d'ozone, depuis l'écran de contrôle. Attention à bien remettre à leur place les capteurs ainsi que les masques et cartouches après utilisation. Ces équipements sont contrôlés quotidiennement par le service qualité et les cartouches des masques sont changées par le service qualité tous les 2 mois. Dans le cas où vous constatez que l'un de ces équipements est absent ou endommagé, vous devez immédiatement prévenir le service qualité. Il est important de ne pas prendre de risques avec votre santé et celle de vos collègues. Il est important de retenir toutes les informations de sécurité que nous avons abordées lors de cette formation. Des rappels de tout ce que nous avons abordé ensemble sont présents en station au niveau de la passerelle de tri ainsi que devant le local technique.
Et dans le cas où vous avez des questions ou souhaitez des informations complémentaires, le service qualité, le service sécurité ainsi que le responsable station se tiennent à votre disposition pour vous répondre. Il est aussi important de respecter toutes ces consignes pour votre sécurité mais aussi pour la sécurité de tous vos collègues. Nous serons intransigeants sur ce point et des sanctions seront appliquées en cas de manquement. Merci de votre attention et du bon respect de toutes ces consignes.